Professeur Fanny Boone qui va nous parler du choc hémorragique périopératoire. Docteur. Bonjour à toutes et tous. Hop. Alors, je remercie donc le comité scientifique de l'ASFAR, le comité Acute, de m'avoir proposé ce topo qui est pas évident finalement, dont le titre est assez long à lire, donc je vous laisse finir de le lire. Et on va commencer. J'ai mis quelques semaines à sédimenter dans ma tête pour savoir ce que j'allais vous dire, parce que j'aurais pu prendre le topo de 1000 façons différentes. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez pratique, et je m'excuse d'ores et déjà, j'ai dû faire des choix, s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées. Donc de quelles hémorragies parle-t-on ? Je vous suggère vraiment de lire cette revue de Canon, qui est dans le New England de 2018, qui est excellente sur le choc hémorragique, et qui va reprendre beaucoup de physiopathes du choc hémorragique, mais on n'est pas là pour ça. Et parmi les principales étiologies que l'on peut retrouver quand on est face à un patient, on a bien entendu toutes les étiologies traumatiques, mais celles qui vont compter, c'est les hémorragies du tractus gastro-intestinal, particulièrement les hémorragies hautes, mais basses aussi, les ruptures aortiques, les lésions de gros vaisseaux, l'hémorragie utérine, donc du postpartum, les fractures, donc pour la partie traumatologie, ou les accès veineux et au sens large, rupture de varices également. Et donc pour m'aider un peu à organiser mon talk, j'ai repris finalement les principales causes d'hémorragie et pourvoyeuses de décès aux États-Unis qui étaient évoquées dans cet article. Donc vous voyez quand on a une hémorragie de type anévrismal sur une rupture aortique et quand on meurt d'un anévrisme rompu de l'aorte, dans 100% des cas, on meurt d'hémorragie. Bon. Là, jusque-là, on ne vous apprend pas grand-chose. Quand on meurt suite à une complication maternelle obstétricale, dans 23% des cas, on meurt d'hémorragie. Pour les ulcères digestifs, 60%, et dans la traumatologie, environ 30%. Donc j'ai décidé finalement de comparer les recommandations de la prise en charge du traumatisme grave à des urgences chirurgicales que je pense que vous êtes tous amenés à rencontrer, peut-être un peu moins la rupture de l'aorte si vous n'êtes pas dans un centre qui prend en charge ces urgences. Et on va reprendre ce code couleur tout au long de la présentation, le rouge pour les ruptures aortiques et les complications hémorragiques chirurgicales au sens large, l'hémorragie digestive et l'hémorragie du postpartum. Je ne vous ai pas précisé, je travaille dans une réanimation polyvalente avec 10% de temps au bloc des urgences et radio-interventionnelles. Je n'ai pas d'activité en obstétrique. La priorité dans tous les cas, ça va être de trouver l'origine du saignement et de la contrôler. Et on reste sur ces grands principes de lutter contre l'hypoperfusion tissulaire, la coagulopathie, l'inflammation, pour améliorer finalement le fonctionnement des organes. Donc on va s'appuyer sur ces recommandations. Les recommandations, les guidelines européennes de 2019 sur la prise en charge du choc hémorragique traumatique. Et on va s'appuyer également sur les recos de l'ASFAR qui commencent à dater, mine de rien, 2015, sur le choc hémorragique et qui n'évoquent pas que le choc hémorragique traumatique. Donc pour ce qui est de l'orientation, c'est assez clair en traumatologie, ça c'est le réseau d'Occitanie, Oxytrauma, comme dans tous les autres réseaux de traumatologie, il faut trier dès les préhospitaliers, grader et orienter les traumatisés vers les centres de niveau adapté. Qu'en est-il pour l'urgence chirurgicale qui est l'aorte rompue ? Donc c'est un peu enfoncer des portes ouvertes que de vous dire qu'il faut les adresser vers des chirurgiens qui sont entraînés de manière à améliorer l'outcome des patients. Mais finalement, je vais vous démontrer que c'est assez vrai. D'une part, dans cette étude qui reprenait presque 20 000 patients et qui regardait les facteurs associés à la survie des patients qui avaient un anévrisme rompu de l'aorte, ou à la mortalité plutôt, une prise en charge dans un milieu rural, loin d'un centre hospitalo-universitaire, mais ça aurait pu être d'une clinique spécialisée et qui opère aussi des aortes, était associée à un surcroît de mortalité. Et quand on regardait, celle-là elle est rigolote, le type de chirurgien qui prenait en charge les aortes rompues, quand vous preniez sur 200 et quelques patients des chirurgiens vasculaires, dans 90% des cas, ils acceptaient d'opérer leurs patients. Et on avait un taux de mortalité malgré tout de 60%. Par contre, quand vous preniez des chirurgiens non vasculaires qui n'étaient pas rompus à l'exercice, finalement, on avait près de 6 chirurgiens sur 10 qui décidaient de ne pas opérer le patient, et donc c'était associé à une mortalité de 100%. Donc au final, on est tous d'accord pour dire qu'il faut rapprocher le plus rapidement possible le patient vers un chirurgien ou un radio interventionnel qui va pouvoir le prendre en charge.
Pour ce qui est, donc là vous avez vu on est sur le vert, c'est la partie hémorragie digestive. Je pense qu'il y a deux grandes raisons de transférer les patients, mais qu'à partir du moment où vous avez un gastro-entérologue interventionnel dans votre structure de soins, vous devrez être en capacité de prendre en charge un choc hémorragique d'origine gastrique, par exemple d'un ulcère qui saigne ou des varices. Les deux raisons de transférer, ça restera l'embolisation artérielle, si vous n'avez pas le plateau technique adapté, et le TIPS de sauvetage. Et encore une fois, ce qui compte, ça va être l'expérience du centre qui va mettre en place le dispositif. Quand on regarde les taux de mortalité associés aux TIPS, les centres qui en faisaient moins de 5 par an avaient 14% de mortalité dans cette étude, contre moitié moins pour les centres expérimentés. Donc, globalement, on a les moyens quand même d'attendre, de prendre en charge ces patients dans nos structures de soins, que ce soit des CHG, CHU ou cliniques, avant de transférer ces patients vers une structure capable de réaliser un TIPS ou une embolisation. Et comme pour la traumatologie grave, il existe des sondes de tamponnement qui permettent d'attendre un petit peu, de gagner du temps. Pour l'hémorragie obstétricale, est-ce qu'il y a un intérêt à transférer vers certains centres ? En règle générale, en dehors de l'hémorragie qui survient à la maison, et dans ce cas-là, en général, le pronostic n'est pas exceptionnel, ces femmes qui vont accoucher de façon non programmée ou programmée pour certaines césariennes sont déjà dans une filière de soins qui est adaptée à leur pathologie si elles en ont, aux comorbidités et surtout au pronostic fœtal. Donc c'est assez rare qu'on a les transférer. Il faut retenir qu'on peut transférer en cas de nécessité d'une embolisation artérielle. Encore une fois, attention, danger, ça ne doit absolument pas mettre la patiente en difficulté. Donc, les transferts pour embolisation doivent rester dans des circonstances très particulières. Dans tous les cas, il est préconisé par le Collège des gynécologues obstétriciens français de transférer le patient quand on a corrigé les défaillances. Donc c'est un peu difficile d'aller envoyer une patiente à l'embolisation quand elle est sous noradrénaline et que le centre est à 1 heure de route. Un petit rappel également, on ne transfère pas une patiente pour laquelle on n'a pas éliminé une indication de laparotomie, bien entendu. Voilà. Et si le saignement est trop abondant, il va falloir faire une procédure de damage control à l'endroit où vous êtes et vous ne pouvez absolument pas justifier le transfert d'une patiente qui saigne pour pouvoir la rapprocher d'un autre plateau technique. Il faut que les chirurgiens qui prennent en charge ces patientes soient en capacité de faire une hémostase chirurgicale sur place, que ce soit une ligature, un capitonnage, voire malheureusement des fois une hystérectomie d'hémostase. Et je reprenais cette enquête qui a été publiée il y a presque 10 ans, mais qui, dans ses 10 points forts, vraiment insistait sur le fait qu'il fallait gommer le transfert de patientes comme une solution thérapeutique. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes recommandations que le traumatisé grave. Les objectifs tensionnels, ça va faire un petit peu catalogue, mais on va essayer de faire vivre tout ça. Les objectifs tensionnels, quand on reprend à la fois les recos européennes ou les recos françaises, maintenant on les connaît bien depuis, hypotension permissive, et donc on sait dans notre tête 80-90 de pression artérielle systolique ou 50-60 de PAM. Ça vient d'études un peu anciennes et particulièrement animales, où 65 de PAM, c'était globalement la pression artérielle de ressaignement sur une étude sur 60 cochons avec aortotomie qu'on remplissait. Finalement, l'aorte se remettait à saigner sur ces niveaux de pression-là à peu près. Donc le concept de damage control resuscitation est finalement d'essayer de limiter l'apport en fluide. Il est calqué sur la prise en charge du traumatisé grave. Il a montré son efficacité. Et donc qu'en est-il pour une chirurgie urgente telle qu'une rupture d'anévrisme? Alors j'étais contente. J'avais trouvé cette revue, ce Cochrane, cette méta-analyse qui qui voulait essayer de voir la différence entre une hypotension contrôlée et une normotension, dans la prise en charge chirurgicale des aortes rompues. Mais j'ai été assez déçue parce qu'en fait, la revue dit très simplement qu'il n'y a absolument aucun essai contrôlé randomisé qui rencontrait les critères d'inclusion qui nous intéressent. Et en pratique, les auteurs disent qu'il faut suivre les principes appliqués à la réanimation d'un traumatisé grave. Donc pas de littérature. Je vous recommande la lecture de cette revue de Nicolas Montgardon sur l'anesthésie pour la rupture aortique. Et globalement, c'est ce que dit Nicolas, mais sans s'appuyer sur davantage de preuves que ce que je viens de vous dire. Objectifs pré-chirurgicaux, avant clampage endovasculaire ou clampage chirurgical à ciel ouvert, il faut essayer de viser les 80 mm de mercure de systolique.
Pour ce qui est de la prise en charge des seuils tensionnels dans l'hémorragie digestive, alors là c'est pareil, on est assez déçus. Les recommandations, alors les textes déjà des référents français parlent de 65 mm de mercure, et quand on regarde ce qui est cité, en fait, on est renvoyé vers la RFE sur le choc hémorragique et sur les guidelines du choc hémorragique traumatique. Et même les recos américaines disent probablement, un peu comme le choc septique, 65 mm de mercure. Voilà, il n'y a pas de biscuit pour étayer un peu ces chiffres. Dans tous les cas, l'hypotension permissive chez le cirrhotique est probablement associée à un surplus de complications de syndrome hépato-rénaux liés à l'hypoperfusion. Et donc, il faut probablement, du fait du caractère morbide préexistant, c'est-à-dire la cirrhose, privilégier des objectifs tensionnels un peu plus élevés. Donc, une PAM supérieure ou égale à 65 contre le 50-60 qu'on a vu tout à l'heure. Pour l'hémorragie du postpartum, de la même manière, les recommandations internationales de FIGO nous renvoient aux guidelines européennes sur la prise en charge du choc hémorragique traumatique, donc plutôt dans des objectifs de 50-60 de PAM. Et quand on cherche au niveau du collège français, parce que je n'ai pas trouvé de recommandations françaises de notre côté anesthésie réanimation, les occurrences pression artérielle moyenne, pression artérielle systolique, objectif de pression ne sont pas cités dans le document. Pareil du côté des Américains, pas de cible préconisée. Donc, par extension, de la même manière, chez des femmes jeunes, en âge de progrès, qui n'ont pas de comorbidité surajoutée. Et une fois que le fœtus a été extrait, puisqu'on parle de l'hémorragie du postpartum, on peut rester raisonnablement sur des objectifs de pression artérielle aux alentours de 80 mm de mercure systolique. Les solutés de remplissage, donc là c'était un petit peu plus facile pour moi parce qu'il y a une RFE qui est sortie l'année dernière sur le choix des solutés de remplissage en situation critique. Et vous savez que dans cette recommandation, il est évoqué le remplissage dans le choc septique, dans le choc hémorragique. Et donc on retrouve un peu ce qu'on avait pressenti, mais c'est appuyé quand même par un petit peu plus de littérature. On va éviter les colloïdes en comparaison aux cristalloïdes dans la prise en charge du choc hémorragique. Plutôt les solutés balancées en première intention par rapport au NaCl 0,9%. Et on met de côté les solutions hypertoniques. Donc globalement, quand même, la RFE conclut en disant qu'on va aller plutôt vers les solutés balancées en première intention dans l'attente d'études plus robustes dans le contexte du choc hémorragique. Donc quand vous allez vraiment dans l'encart choc hémorragique, il y a encore un défaut finalement de littérature à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on évite les solutés riches en chlore? Un petit rappel, ça a clairement démontré l'hyperchlorémie périopératoire et dans les chirurgies non cardiaques a montré son association avec la mortalité. Quand vous preniez 5000 patients qui, en post-opératoire, présentaient une hyperchlorémie, à la différence de 17 000 autres qui n'en avaient pas, on avait des chiffres de mortalité qui étaient bien plus augmentés que ceux qui avaient eu des solutés balancées. En tout cas, une normochlorémie. De la même manière, un papier qui est récent sur le taux finalement de molécules de chlore qu'on a apporté en périopératoire sur la survenue d'insuffisance rénale et la mortalité. Plus on a de milléquivalents de chlore qui ont été apportés pendant la prise en charge périopératoire, plus on augmente le risque d'insuffisance rénale et la mortalité. Par contre, aucune de ces études n'a été menée dans des situations de choc hémorragique. Il y avait un peu toutes les chirurgies dedans. Donc on va dire pour notre patient avec son aorte rompue, cristalloïde et plutôt des solutés balancées en première intention. Pour l'hémorragie digestive, on est assez déçus, quelles que soient les guidelines européennes ou américaines, on retrouve l'usage de cristalloïdes, s'ils sont instables. Probablement, on ne sait pas, c'est assez incertain concernant le cristalloïde idéal à utiliser en cas de chirurgie, d'hémorragie digestive. Et de la même manière, les recos anglaises ne se mouillent absolument pas sur le type de soluté. Et au moins pour la RFE SFAR, on a l'honnêteté de dire que pour le champ du péripartum, il n'y a absolument aucune littérature à ce sujet. De fait, on ne peut pas émettre de recommandations. Pour les vasopresseurs, vous savez il est recommandé de les mettre en place en plus de l'expansion volémique si on n'obtient pas nos objectifs de pression artérielle qu'on s'était fixés, donc en fonction de la présence d'un traumatisme crânien ou pas. Donc voilà, pour la rupture aortique ou la chirurgie au sens large qui se complique avec un petit coup de bistouri dans la veine cave pendant qu'on faisait la néphrectomie, en plus de l'expansion volémique, la noradrénaline semble être quand même le vasopresseur de choix.
Les recommandations internationales pour la prise en charge des HPP mentionnent le fait qu'il n'y a pas de data non plus dans il n'y a pas de littérature. Donc, probablement, si on reste physio, on va s'intéresser plutôt à l'utilisation de la noradrénaline. Et pour l'hémorragie digestive, une fois qu'on sait ce qui saigne, et si on sait qu'il y a de l'hyperpression portale, on pourra administrer ces lignes de traitement qui ont montré leur efficacité sur l'outcome, terlipressine ou somato. Le seuil transfusionnel, les recommandations à la fois européennes et françaises du choc hémorragique, donc là traumatique et là au sens large, 7 à 9 grammes, et on va détailler un petit peu plus. On peut repartir sur la synthèse des RBP de la HAS qui préconise un seuil à 7 grammes qu'il faut viser chez le sujet sain, plutôt 10 grammes en cas d'insuffisance coronarienne aiguë ou d'insuffisance cardiaque patente. Par contre, pour les patients qui ont des antécédents cardiovasculaires, on va se situer plutôt aux alentours de 8-9 grammes. Attention, là, on est dans une situation d'anémie aiguë. Donc, il faut que vous ayez un coup d'avance dans votre management du choc hémorragique. Ça saigne vite. Il faut prendre en compte le degré d'hypovolémie et la tolérance clinique de l'anémie. Donc, il y a ces seuils, mais il faut toujours avoir un coup d'avance, donc probablement voir toujours un peu plus au-dessus. En tout cas, la littérature, elle s'accorde à dire que la stratégie restrictive, c'est-à-dire viser des taux d'hémoglobine plutôt aux alentours de 7-8, va être plutôt favorable, en tout cas pas défavorable par rapport à une stratégie plus libérale. Et quand on regarde finalement cette discussion et cette méta-analyse, cette discussion sur les seuils transfusionnels et cette méta-analyse sur 48 essais, plus de 20 000 patients, on retrouve que finalement la stratégie restrictive, c'est-à-dire qui est plutôt aux alentours de 7 à 8 grammes versus une stratégie libérale, est associée comme attendu à une réduction du taux de transfusion, donc 40% de patients qui sont moins transfusés dans ce groupe-là. Et par contre, on n'a pas de modification du risque de décès par rapport à la stratégie libérale. Donc probablement plutôt à prioriser. J'avais repris cette diapo de Delphine qui était assez, avec un papier que je vous engage à lire également, qui montrait un peu le caractère hétérogène finalement du niveau de littérature avec certains domaines dont le saignement aigu où on a besoin de retravailler sur les seuils d'hémoglobine alors qu'il y a de la littérature un petit peu plus de niveau plus élevé dans d'autres situations. Donc au final, le seuil transfusionnel de notre patient, moi je ne sais pas s'ils sont comme ça chez vous, mais nous, ils n'ont jamais vu un docteur, ils n'ont pas d'antécédents quand ils viennent rompre leur aorte au seuil de nos urgences. Donc probablement que ces patients-là, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires de par leur terrain, sont peut-être des coronariens qui s'ignorent, donc peut-être qu'il faut privilégier des seuils transfusionnels un petit peu plus hauts que 7 grammes d'hémoglobine, en tout cas, je parle pour le rompu. Pour ce qui est de l'hémorragie digestive, c'était un papier qui prenait des hémorragies digestives hautes, mais à la fois chez les patients cirrhotiques et non cirrhotiques, et qui avait regardé de façon randomisée, l'administration d'éculoglobulaires avec une stratégie restrictive qui visait à peu près 7 grammes d'hémoglobine et une stratégie plus libérale où il fallait atteindre les 9 grammes d'hémoglobine. Et c'était stratifié également sur la présence ou pas d'une cirrhose. Donc vous avez 2 groupes de 450 patients avec une différence en termes de mortalité à 45 jours en faveur de la stratégie restrictive. On avait également, donc là vous avez les courbes de mortalité, alors vous voyez c'est assez haut, donc ils ont zoomé, mais on a clairement une séparation tout à fait significative sur le taux de mortalité en faveur de la stratégie restrictive. De la même manière, on voyait que chez les cirrhotiques de Child A ou B, on avait également une différence significative par rapport à la stratégie libérale. Donc moins de transfusion dans ce groupe, moins de récidive hémorragique, un meilleur devenir. Mais attention, cette étude avait exclu les patients qui avaient des exsanguinations massives. Donc voilà, à vous de voir où vous placez le curseur chez vos patients. En pratique, 7-8 grammes chez le cirrhotique, ce qu'il faut retenir. Mais à la fin des papiers, des recos, ça s'applique chez le patient stable. Bon, donc toujours pareil, essayez d'avoir un coup d'avance dans la prise en charge. Si vous sentez que l'opérateur ne va pas pouvoir maîtriser le saignement rapidement, qu'il va falloir envisager une sonde de tamponnement. Pour les valeurs en postpartum, les recommandations du FIGO, 7,5, pareil, il n'y a pas de niveau de preuve élevé. Et ils avouent que c'est aussi par extension à la prise en charge du choc hémorragique traumatique.
Je vous rappelle, on est dans une situation d'anémie aiguë. Attention à la cinétique du saignement, à l'hypovolémie et prenez un coup d'avance. Les ratios. Les ratios, c'est également, je ne suis pas rentrée dans le détail des études volontairement, mais c'est bien démontré maintenant que les hauts ratios sont en faveur de la survie des patients, en tout cas dans le traumatisme grave. Donc pour la horte qu'on va recevoir au bloc, nous on est pareil, ceinture, bretelles, voilà, les parachutes, les patients ont tout ce qu'il faut, les culots prêts, les plasmas, et il faut mettre en place également des systèmes de transfusion rapide du sang et de réchauffement. Les ratios dans l'hémorragie digestive, donc là vous avez un patient cirrhotique qui vient, qui saigne, qu'est-ce qu'on fait 30% de TP, un ratio de TCA 1,7, un temps de quick également augmenté. Et en fait, c'est compliqué dans la littérature, on n'a pas de niveau de preuve élevé aussi pour dire qu'il faut passer des hauts ratios de plasma, comme on le ferait. Donc là, il y a quand même une différence avec la littérature sur le traumatisé. Le patient cirrhotique a une balance hémostatique particulière. Il a perdu des facteurs de procoagulants, mais des facteurs également anticoagulants. Donc, nous, on va doser les facteurs propres à la coagulation et pas les autres. Mais cette balance, elle est difficile à maintenir à l'équilibre. Et en tout cas, elle n'est pas en faveur pour passer des produits, des plasmas frais. Voilà, certains auteurs suggèrent même de passer des concentrés de complexe prothrombinique. Un de mes collègues en a parlé hier et j'ai dit tiens, j'avais pas du tout évoqué la question et en fait j'ai rien retrouvé dans la littérature sur les concentrés de complexe. J'ai mis un petit peu plus loin. Voilà, en tout cas, il ne faut pas s'acharner et essayer de corriger des chiffres. De la même manière, je vous ai mis cette conf d'essentiel sur la gestion de l'hémostase chez le cirrhotique, parce que je n'ai pas le temps de m'étaler à ce sujet, je m'en excuse. Mais voyez, pour le CPP, en fait, quand on regarde le CCP, concentré de complexe, il y a des gens qui le font en dehors de la prise en charge de la réversion des AVK, mais probablement que leur rôle n'est pas à l'heure actuelle défini dans cette indication-là. Les ratios, dans le postpartum, par extension au trauma, les citations qui sont là sont des citations de prise en charge du traumatisme grave. Donc on reste sur des ratios forts, 1 pour 1, 1 pour 2. Et les ratios ne sont pas du tout évoqués dans le texte le plus récent du Collège des enseignants d'obstétrique. En tout cas, il souligne bien qu'il faut passer les plasmas le plus précocement possible. On va revenir dessus. En parlant de plasma, je vous conseille aussi la lecture et l'écoute de cette excellente vidéo où Delphine Garrigue nous parlait des plios, voilà, qui est très agréable à écouter, qui reprenait les 6 points des RPP sur l'usage des plios, parce que pour l'instant on les a pas au CHU de Toulouse, en tout cas on les utilise pas. Donc j'ai vu avec la pharmacie, il y a encore 2-3 petites barrières pour qu'on puisse les utiliser, mais c'est vrai que il y a des RPP très clairs qui ont été émises. Donc, pas d'urgence, pas de plio, ça c'est simple. Nous, on est dans l'urgence parce que ça saigne. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? On suggère, vous savez que le niveau de preuve, il n'est pas encore totalement suffisant pour avoir des recommandations fortes. C'est un accord fort d'experts. La transfusion de 2 à 4 plasmas lyophilisés quand il y a un choc hémorragique qui nécessite l'activation d'un protocole de transfusion massive avec un ratio supérieur à 1 pour 2. En attendant le plasma. Ça peut vous aider dans des structures où vous êtes loin de centre de transfusion sanguine, où vraiment le temps d'acheminement, de décongélation et d'acheminement des plasmas est long et vous pouvez gagner du temps. Alors là, si vous voulez faire de la recherche, allez-y. Saignement gastro-intestinal et plio, il n'y a rien. Voilà, donc il y a un truc à jouer. Et pour le plio et l'hémorragie du postpartum, de la même manière, accord fort des experts. Si vous êtes dans un centre où vous n'êtes pas en capacité d'avoir du plasma décongelé rapidement, et des fois, vous le savez, dans le postpartum, ça saigne très vite, et que les 3/4 d'heure d'acheminement, décongélation minimum, sont vraiment trop longs, vous pouvez reconstituer du plio en moins de 10 minutes et pouvoir l'utiliser. Et finalement, dans PubMed, j'ai regardé ce qu'il y avait sur plio et postpartum. On retombe sur une étude publiée dans les Affaires, c'est pas une étude, c'est une discussion, on va dire, il y a 10 ans, et qui disait que ne serait pas amené à remplacer le plasma frais, mais qui compléterait judicieusement l'arsenal thérapeutique. Et finalement, je trouve que c'était assez vrai, c'était il y a une dizaine d'années déjà, et c'était... voilà. Ils avaient déjà pressenti la place que ça allait occuper. Clinical trial, 0, étude en cours sur le plio et l'hémorragie du postpartum aussi, si vous voulez travailler dessus. Je vais aller vite sur la fin, acitronexamique fibri plaquette, pour faire simple.
Il est recommandé. Les seuils de plaquettes, c'est classiquement les mêmes. En gros, à l'exception, on va mettre de côté le sirotique, mais 50 gigas quand ça saigne plus, 100 000, 100 gigalitres quand ça saigne encore. Donc l'aorte, c'est ce qu'on va viser. Juste un mot sur ce papier sur l'acide tranexamique dans l'hémorragie digestive. Un Lancet de 2020, contrôlé randomisé dans l'hémorragie digestive haute ou basse, qui ne concernait pas que le sirotique. 15 pays, des patients de plus de 16 ans qui avaient un saignement digestif. Ils recevaient 1 gramme d'acide tranexamique dans les 10 premières minutes, puis après 3 grammes, versus placebo. Le critère du jugement principal, qui est discutable, c'était le décès dans les 5 jours qui suivaient la randomisation. Donc vous voyez quand même, il y avait un effectif important, 6000 patients par groupe, avec principalement des hémorragies digestives hautes, 90%, qui avaient en plus extériorisé. Et donc, aucune différence sur les critères de jugement retenus, qui étaient la mortalité et le ressaignement, parce que quand même, c'est ce qui nous intéresse après une procédure hémostatique digestive, rechercher le ressaignement. Donc, au final, il y avait quand même, en plus de cela, une augmentation des événements thromboemboliques chez les patients qui avaient reçu l'acide tranexamique et une augmentation du risque comicial. Pas d'occurrence de tranexamique dans les guidelines anglaises, ni des États-Unis, et globalement, l'acide tranexamique, pas de place à l'heure actuelle dans l'hémorragie digestive. C'est recommandé, ça a été largement démontré en péripartum. Je vous invite aussi à lire l'essai Woman qui avait randomisé des femmes en postpartum qui présentaient une hémorragie, qui recevaient 1 gramme d'acide tranexamique IV ou du placebo et qui recevaient une deuxième dose d'1 gramme dans les 30 minutes si le saignement persistait, avec un critère composite sur le décès de toute cause ou les hystérectomies dans les 6 semaines. Et clairement, l'essai a bien montré la place de l'acide tranexamique dans cette indication. Le fibrinogène, j'y vais vite. Vous avez compris que la littérature pesait pas lourd. En hémorragie obstétricale, oui, mais globalement, 1,5 g, 2 grammes. Dans l'hémorragie digestive, j'ai trouvé tout et son contraire, des guidelines. À partir d'1 gramme, il faut en passer. À partir d'1,5 g, il n'y a pas de cut-off. Une étude juste qui regardait le taux de récidive, de saignement après une procédure endoscopique de ligature de varices, qui était à peu près à 6% chez ces 110 patients. Le bilan préopératoire ne sortait pas comme facteur associé au ressaignement, en dehors de l'hypofibrinogénémie. Et les patients qui saignaient le plus étaient ceux qui étaient dans le groupe qui avaient un fibri à 1,46 versus ceux en tout cas, les patients qui avaient saigné avaient un fibri médian à 1,46 g contre 2,3 g pour ceux qui n'avaient pas saigné. Fibrinogène, vous ne le trouverez pas dans les recommandations, en dehors de ce papier d'expert qui est sorti il y a 2 ans et qui dit globalement 1,5 g, 2 grammes. Donc c'est assez variable et je ne pourrais pas plus pencher pour 1,5 g ou 2. Les plaquettes, pas de recommandation pour l'hémorragie digestive globalement. On a des facteurs qui sont pro-activation plaquettaire et d'autres qui sont plutôt contre l'activation plaquettaire. Finalement, la balance va se faire chez le sirotique, mais il faut viser probablement 50 à 60 gigalitres chez le sirotique comme contre plaquettaire. Un dernier mot et j'en ai fini. Je voulais juste reparler de la place du cell saver, des systèmes en tout cas de récupération du sang péropératoire qu'on va mettre en place très facilement chez les traumatisés graves, mais également dans l'hémorragie sur rupture aortique. Là, c'était les indications finalement chez les témoins de Jéhovah, mais anticipation à partir de plus de 500 ml ou 10% du volume sanguin estimé, avec différents filtres qu'on peut mettre en place. Et je vous ai synthétisé globalement son usage. Dans le traumatisme, il a été démontré que ça diminuait le recours transfusionnel, que c'est vraiment intéressant et encore plus dans les chirurgies qui saignent, les chirurgies où il y a des gros vaisseaux pas loin, thoraco-abdos, pelvien, mais attention au ciment, au métal. Voilà, petit point d'attention. En chirurgie pour la rupture aortique, oui, 3 fois oui. Plaie des gros vaisseaux péropératoires, néphrectomie qui se complique d'une plaie cave, etc. Et en chironco, on pourra en reparler après. En gastro, non, clairement, ça n'a pas sa place. Et pour le postpartum, pas en routine. Globalement, ce qui a montré quand même dans la littérature, il n'y a absolument aucun cas décrit d'embolie amniotique lié à l'usage du RSPO. Par contre, il y a un risque d'alloimmunisation lorsque la patiente est négative et le fœtus positif. Donc, ça suit les règles de prévention de l'alloimmunisation habituelles. Donc, pas en routine, mais plutôt le préparer en rescue. Ma diapo de synthèse, c'est celle-là.
Donc, pour reprendre, parce que la question c'était est-ce que les recommandations du choc hémorragique finalement sont extrapolables aux autres types de chocs hémorragiques, et donc j'avais choisi ces 3 types de chocs. La structure d'accueil, elle va varier. Le trauma, il va falloir le faire venir, il faut l'orienter, le trier dès le préhospitalier, alors que l'aorte, on sait que c'est une aorte. Le saignement digestif, il peut être pris en charge dans la structure où il y a le gastro-entérologue, et l'HPP doit pouvoir être pris en charge partout. On transfère le trauma si on s'est trompé, on n'a pas bien orienté, ou qu'on a besoin d'un plateau technique qu'on n'avait pas réussi à pressentir avant. L'aorte, on le fait venir près de l'opérateur, et on va transférer le saignement digestif s'il faut une embolisation ou un TIPS. L'HPP, plutôt non. Le remplissage, on reste sur des cristalloïdes balancés, sachant qu'il y a vraiment des vides dans la littérature, en particulier chez le patient qui a une hémorragie digestive, et même pour l'HPP. En tout cas, dans l'hémorragie digestive liée à l'hypertension portale, la stratégie restrictive, elle prévaut. Les objectifs de tension, de pression artérielle, par extension au trauma, l'aorte et l'HPP, on a dit 80 systole, 50-60 de PAM. Le patient qui a une hémorragie digestive, probablement un petit peu plus haut par rapport au risque de complications, en particulier chez le cirrhotique. Les vasopresseurs, on va rester sur la noradrénaline avec des agents vasoactifs particuliers en cas d'hyperpression portale. Les seuils, on est plutôt aux alentours de 7 à 8 grammes s'il n'y a pas d'antécédent. Rappelez-vous, toujours un coup d'avance sur le saignement. Donc c'est difficile de viser 7 grammes, il faut probablement viser un petit peu plus pour essayer de ne pas tomber trop bas. Les ratios en dehors de l'hémorragie digestive, c'est bien codifié. La place des plasmas, elle reste à définir, des plasmas lyophilisés en particulier dans l'hémorragie chez le cirrhotique. Et l'acide tranexamique, oui, en dehors pour l'instant de l'hémorragie digestive. Et ne pas hésiter à en refaire à la phase initiale dans l'hémorragie obstétricale dans les 30 minutes si on n'a pas résolu l'hémorragie. Et enfin, les RSPO, oui, 3 fois oui pour les chirurgies aortiques et et non pour la chirurgie, l'hémorragie digestive. Les aides cognitives de l'ASFAR, vous pouvez y aller, outils professionnels, boîte à outils, et vous avez choc hémorragique, per et post, choc hémorragique post-traumatique, hémorragie du postpartum, ça m'a aidé aussi à réfléchir à ce topo. Merci beaucoup. On a la place pour une ou deux petites questions. Oui. L'utilisation du facteur 7 activé. En pratique, donc, pour la prise en charge du choc hémorragique traumatique, je vous renvoie aux recommandations. La place, elle est très limitée. Il y a un biais d'observation dans les études. Les études qui ont publié au sujet du facteur 7 activé ont souvent publié pour dire que ça marchait. Je vous renvoie aux recommandations pour la prise en charge du choc hémorragique traumatique. Elle a une place très limitée. En tout cas, malgré l'optimisation de la prise en charge hémostatique à la fois chirurgicale et ou interventionnelle, après optimisation de la transfusion massive, non, je rame pas. Vous pouvez le discuter, ça se discute en équipe. La place, elle est très limitée, mais moi, j'en fais 1 à 2 fois par an. Voilà. Après, j'en ai moins l'expérience, pour être très honnête, sur l'hémorragie du postpartum. Je ne l'ai jamais utilisé. Je l'utilise plutôt sur des gens qui saignent et qui ont une ECMO. Ça m'est arrivé. Mais je pense que la place, elle est, lorsqu'on a optimisé l'hémostase au mieux, souvent associée à un nouveau pack transfusionnel, chez un patient qui est plutôt réchauffé, pas trop acide, voire pas acide du tout, quand on est en échec d'une ligne chirurgicale ou radio-interventionnelle et que le patient continue à pleurer le sang. Voilà. Utilisation tout à fait exceptionnelle avec des risques thrombotiques massifs derrière. Je ne parle pas du prix. Une remarque sur les hémorragies digestives. Effectivement, tu notais la difficulté d'interpréter le TP chez ces patients-là. Les techniques viscoélastiques, là, sont vachement intéressantes. Parce qu'on sait exactement ce qui se passe sur la génération de thrombine et sur le rendu pro ou anticoagulant chez ces patients-là. C'est un endroit où vraiment on voit clair. Alors que sinon, on est dans le brouillard complet. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, je vous remercie. Merci. Bonne fin de SFAR.